Bonjour à tous et bienvenue dans votre monde. Aujourd'hui, on va parler froid, vodka, OTAN, OTSC. Aujourd'hui, on va en Biélorussie. Salut à tous et bienvenue dans Géopolitica. Générique. Alors, pour commencer, la Biélorussie, c'est quoi? C'est une région russe où il fait froid et on boit de la vodka? Non. Alors, ça, c'est la définition de toutes les régions en Russie. Et de deux, la Biélorussie, ça appartient pas à la Russie. Enfin, pas totalement. On va y revenir. Bon, reprenons. La Biélorussie, c'est un État indépendant depuis 1991 qui compte environ 9 millions d'habitants pour un peu plus de 200 000 km². Ce qui fait de ce pays un des pays à la plus faible densité de population au monde, environ 46 habitants au kilomètre carré. Pour donner un exemple, en France, on est autour de 144 habitants au kilomètre carré. C'est quand même 3 fois plus. Sa monnaie, c'est le rouble biélorusse. Sa capitale, Minsk. Et son drapeau, c'est celui-ci. Stylé le motif à gauche du drapeau. Le motif, comme tu l'appelles, c'est un ruchnik. C'est un tissu traditionnel biélorusse utilisé notamment lors des grands événements comme les mariages ou les enterrements. Mais je suis plutôt d'accord avec toi. Je trouve ça super stylé d'avoir sur un drapeau un bout de ton patrimoine. Dans le monde, il n'y a pas beaucoup de drapeaux très originaux et je trouve que celui-là, c'est l'un des plus originaux que je connaisse. Pour parler de la géopolitique d'un pays, il faut d'abord commencer par sa géographie. Donc, la Biélorussie, c'est un pays d'Europe de l'Est, d'environ 200 000 km², ça je vous l'ai déjà dit, qui est entouré à l'est par la Russie, au sud par l'Ukraine, à l'ouest par la Pologne et au nord par la Lettonie et la Lituanie. Le pays est très plat puisque son point culminant est situé à seulement 345 mètres. Non. C'est plus bas que la Belgique? On peut vraiment faire plus bas que la Belgique? Oh non, non mais on va pas attaquer les Belges dès la première vidéo quand même. Bah tous les Belges, on vous aime. Hein. Oh toi, tu cherches les problèmes. Reprenons. Donc la Biélorussie, comme vous pouvez le voir sur cette carte, n'a pas d'accès direct à la mer. Elle a que deux accès indirects. Elle a accès à la mer Baltique via un fleuve qui passe par la Lituanie et elle a accès à la mer Noire via un fleuve qui passe par l'Ukraine. Néanmoins, ça a une importance importante pour le pays, puisque toutes ces importations et ces exportations sont obligées de passer par ses voisins. Parlons maintenant de la politique du pays. Le pays est présidé depuis 1994 par Loukachenko et le pays est souvent considéré par les pays occidentaux comme la dernière dictature d'Europe. Une dictature, c'est quand les gens sont communistes. Déjà, ils ont froid, avec des chapeaux gris et des chaussures à fermeture éclair. C'est ça, une dictature, Dolores. D'accord. Et comment vous appelez un pays qui a comme président un militaire avec les pleins pouvoirs, une police secrète, une seule chaîne de télévision et dont toute l'information est contrôlée par l'État? J'appelle ça la France, mademoiselle. Et pas n'importe laquelle. La France du général de Gaulle. Oui, alors effectivement, on va reprendre ce que c'est une dictature pour toi et pour Monsieur de la Batte, je crois. Pour résumer grossièrement, une dictature, ça se définit principalement en 3 points. Premièrement, celui qui dirige le pays possède tous les pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires. C'est tout à fait le cas de Monsieur Loukachenko, qui possède tout le Parlement. En 2019, il y a eu des élections générales et 100% des députés ont été dans son parti. Ça va, c'est plutôt facile pour faire passer des lois. Exécutif, ils les possèdent tous aussi, puisque c'est le seul personne au pouvoir depuis 26 ans, alors que la Constitution de base lui interdisait de faire plus de 20 ans. Mais bon, vous savez, hein, la Constitution, quand on est dictateur,
c'est juste un bout de papier. Et judiciaire, il arrive très souvent que des procès expéditifs soient menés contre ses opposants. Et étonnamment, ils sont toujours gagnés par le parti de Loukachenko. Troisième point, il faut une culte de la personnalité très importante. Chez Loukachenko, elle est vraiment très développée. Notamment, il se fait appeler Batka, qui veut dire père de la nation. Et effectivement, ça ressemble beaucoup à une autre expression utilisée dans l'URSS, à savoir le père des peuples qui était utilisé par Staline. Mais c'est sûr que pour un ancien pays qui a fait partie de l'URSS, Staline, c'est un peu la référence. De plus, Batka, on le voit partout dans les rues, dans tous les manuels scolaires, et il y a des poèmes chantés par les enfants dès le plus jeune âge, donc autant dire que l'ego, il est là. Parlons maintenant de l'histoire de la Biélorussie. Et je vais me concentrer uniquement sur le XXe siècle, qui est le siècle qui a le plus d'impact sur la géopolitique actuelle de la Biélorussie. Tout d'abord, en 1917, lors du traité de Brest-Litovsk, qui signe la fin des combats de la Première Guerre mondiale entre l'Allemagne et la Russie, la Biélorussie déclare son indépendance. Néanmoins, moins d'un an plus tard, les bolcheviks, nouvellement au pouvoir en Russie, décident d'envahir la Biélorussie. En 1922, la Biélorussie va totalement perdre toute indépendance lors de la création de l'URSS, l'Union des républiques socialistes soviétiques, qui regroupe les républiques socialistes de Transcaucasie, d'Ukraine, de Biélorussie et de Russie. En 1941, l'Allemagne nazie, lors de l'opération Barbarossa, va envahir la Biélorussie en quelques semaines et mener d'énormes massacres, notamment dans la communauté juive. En 1944, lors de l'opération Bagration, qui est menée de juin à août par l'armée rouge, la Biélorussie est de nouveau libérée. Ainsi, à partir de 1944, et ce jusqu'en 1991, la Biélorussie fait partie intégrante de nouveau de l'URSS. En 1944, afin de développer le pays qui était jusqu'alors très rural, Moscou décide de donner de gros moyens à l'entreprise, notamment par le développement de l'agriculture, de l'industrie. Énormément d'industries de machines agricoles sont créées et d'industries pétrochimiques. Ce qu'il fait qu'entre 1944 et 1991, la population biélorusse a vraiment été très très pro-communiste et a vraiment tout fait pour que le communisme fonctionne, puisque chez eux, effectivement, ça a fonctionné. Preuve en est, lors de la fin des années 80, l'URSS met en place un plan qui s'appelle la Perestroïka, qui vise à libérer l'économie de l'URSS qui était en grande difficulté. Eh bien, il faut le savoir qu'en Biélorussie, ce plan a été très mal vécu, très mal vu, et les gens étaient fermement opposés à ce plan. Parlons maintenant de la géopolitique de la Biélorussie, et notamment voyons quels sont ses alliés et ses ennemis à l'heure actuelle. Le premier allié aujourd'hui de la Biélorussie, bien évidemment, c'est la Russie. Comme je vous l'ai dit précédemment, ils faisaient tous les deux partie de l'URSS, et les liens qu'ils ont gardés, surtout depuis l'élection de Loukachenko en 1994, sont restés très très forts. Premièrement, depuis 1991 et son indépendance, la Biélorussie fait partie de l'OTSC, l'Organisation du Traité de Sécurité Collective. Aujourd'hui donc, l'OTSC, ça réunit la Russie, l'Arménie, la Biélorussie, le Kazakhstan, le Kyrgyzstan et le Tadjikistan. Vous pouvez noter que tous ces pays sont tous des anciens pays de l'ex-URSS. Enfin, le deuxième acteur montant en Biélorussie comme partenaire principal, c'est la Chine. En effet, la Chine est en ce moment en train de développer ce qu'ils appellent les nouvelles routes de la soie, qui visent à développer le commerce vers l'Europe. Et notamment, l'un des gros projets, c'est le transport par train. Or, ce transport par train passe par la Biélorussie, avec notamment un grand centre de transbordement situé à Brest. Et oui, il existe une ville qui s'appelle Brest en Biélorussie.
Au niveau des ennemis de la Biélorussie, de manière très générale, il y a tous les pays occidentaux, et notamment l'Union européenne, puisque comme vous pouvez le voir sur ce schéma, l'Estonie, la Lettonie et la Pologne qui entourent l'Ukraine font tous les trois partie de l'Union européenne. De plus, autour de la Biélorussie, il y a aussi ces mêmes pays, à savoir l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie et la Pologne, qui font aussi partie de l'OTAN. L'OTAN, c'est l'Organisation transatlantique Nord. C'est une organisation qui a été créée lors de la guerre froide par les États-Unis pour pouvoir défendre les pays de l'Europe. Notamment, ce que prévoit ce traité de l'OTAN, c'est que si l'un des pays est attaqué, tous les autres pays doivent contre-attaquer. Enfin, au sud, il y a l'Ukraine. L'Ukraine qui faisait partie de l'URSS, qui par contre ne fait ni partie de l'Union européenne ni de l'OTAN, mais qui a aujourd'hui un très fort ressenti anti-russe, notamment depuis 2014 et les événements qui se sont passés sur la place Maïdan et la guerre civile qui s'en est suivie dans le Donbass contre les pro-russes. Parlons maintenant de la situation actuelle de la Biélorussie. Déjà, fin 2019, il y a eu des renégociations annuelles sur le prix du gaz entre la Biélorussie et la Russie. Il faut savoir que la Biélorussie est totalement dépendante du gaz russe, à la fois pour la création de son électricité et pour le chauffage de ses habitants. Ainsi, la Russie, depuis des années, accorde des prix très favorables à la Biélorussie. Or, cette année, ces accords ont voulu être revus à la baisse par la Russie en augmentant de près de 30% le prix du gaz. Bien évidemment, Loukachenko n'était pas d'accord du tout avec ces négociations puisque cela était un impact majeur pour son pays. Ainsi, il a menacé de taxer tout le gaz qui passerait par le pipeline Yamal-Europe, qui est un pipeline qui représente près de 20% des importations du gaz russe vers l'Europe, notamment vers l'Autriche et vers l'Allemagne. À la suite de ces renégociations, le secrétaire d'État américain, Mike Pompeo, s'est rendu à Minsk et a proposé au président que les États-Unis pourraient leur fournir 100% du gaz nécessaire au fonctionnement du pays. Suite à cette visite, heureusement pour Loukachenko, un accord a tout de même été trouvé avec la Russie en gardant les prix de l'année dernière contre une plus grosse importance de l'administration russe dans les affaires biélorusses. Suite à ça, mi-juin, deux opposants, Viktor Barbarovski et Sergueï Tikhanovski, ont été arrêtés à Minsk pour des faits de corruption. Barbarovski, pour vous situer le personnage, était le PDG de Belgazprom Bank. Belgazprom Bank, c'est une des plus grandes banques en Biélorussie et qui appartient au groupe Gazprom, qui est le groupe d'exploitation et de vente de pétrole et de gaz russe. Autant vous dire que cet opposant est plutôt pro-russe. Ensuite, Sergueï Tikhanovski, lui, c'est un bloqueur contre la corruption. Il est devenu très connu en 2019 en publiant sur YouTube des vidéos dénonçant la corruption à tous les stades de la société en Biélorussie. Suite à l'arrestation de son mari Sergueï Tikhanovski, Svetlana Tikhanovskaya décide à son tour de se présenter à l'élection présidentielle du 9 août 2020. Le 27 et 28 juillet, dans la banlieue de Minsk, 33 soldats paramilitaires de la société Wagner sont arrêtés. La société Wagner est une société paramilitaire contrôlée par les Russes et qui opère dans des pays où officiellement la Russie ne doit pas se présenter. Loukachenko
a parlé, je cite, de tentative évidente d'organiser un massacre à Nice. De leur côté, les autorités russes parlent d'un simple transit de ces soldats pour un départ qui était prévu vers le Venezuela. Le 9 août 2020, les élections ont lieu dans tout le pays en Biélorussie. Les résultats tombent très rapidement, plus de 80% pour Loukachenko et 10% pour Svetlana Tsikhanouskaya. Directement, la population descend dans la rue pour contester ces résultats et elle déclare qu'il y a des fraudes massives. Le 11 août, Tsikhanouskaya, par peur de représailles et par la montée de la contestation depuis 2 jours, décide de se réfugier en Lituanie. À partir du 13 août, les ouvriers des plus grandes entreprises publiques du pays se mettent tous en grève. Et enfin, le 16 août, des milliers de personnes se retrouvent dans la rue pour contester le pouvoir de Loukachenko et redemander des élections libres. À cette occasion, nous avons pu voir dans de nombreuses images le drapeau biélorusse qui était utilisé lors de l'indépendance en 1991, entre 1991 et 1994, ressortir, alors que les partisans de Loukachenko utilisent le drapeau actuel. La situation actuelle peut bien évidemment faire penser au cas ukrainien, qui est le voisin direct de la Biélorussie. En effet, ces 2 pays ont tous les 2 été dans l'URSS et donc très proches de la Russie. Néanmoins, les situations sont tout de même très différentes. Lorsqu'il y a eu les contestations en Ukraine en 2014, celles-ci sont venues du fait que le président qui était à l'œuvre en 2014 a refusé une aide de l'Union européenne pour accepter une aide de la Russie. Or, ce pays était très fracturé entre pro-européens à l'ouest et pro-russes à l'est. Ainsi, suite à ces événements qui se sont passés place Maïdan à Kiev, le président a démissionné et s'en est suivi une annexion de la Crimée par la Russie et une guerre civile dans le Donbass qui a fait près de 10 000 morts. Dans le cas de la Biélorussie, la contestation est bien différente. Ce que les manifestants cherchent à avoir, c'est plus de liberté et plus d'expression. La plupart des manifestants restent pro-russes. Ils ont besoin de la Russie, ils aiment la Russie, et ce n'est pas du tout leur but de rompre les liens et d'aller vers les Occidentaux, de faire partie de l'Union européenne ou de l'OTAN. Ainsi, je pense que Vladimir Poutine aurait toutes les raisons de lâcher Loukachenko. Il a fait son temps, et il est là depuis 26 ans. Maintenant, la contestation est trop forte pour que ça reste ainsi sans conséquence. Je pense que si Poutine s'obstine à soutenir Loukachenko, voire même envoyer l'armée à Minsk, la situation se retournerait totalement contre lui et je pense que les manifestants se tourneraient de facto vers les pays de l'Union européenne et de l'OTAN pour lesquels, au départ, il n'avait pas forcément de sympathie. D'un point de vue des Occidentaux, par contre, il est intéressant de soutenir un changement. Ça permet de mettre un peu une épine dans le pied à la Russie et de renforcer l'influence de l'OTAN et de l'Union européenne dans les pays de l'Est et ainsi entourer totalement la Russie. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à mettre des commentaires et à activer la cloche. Merci à tous et à bientôt.